Avant de commencer cet entretien, je voudrais vous parler de Topla, la petite maison française d'édition de jeux pour apprendre en s'amusant en famille qui sponsorise cet épisode. Les jeux Topla s'adressent à tout le monde, peu importe l'âge, l'éducation, le milieu, la culture, le genre, bref, l'inclusivité dans tout ce qu'elle a de plus riche. Dans une démarche toujours plus éthique, les matériaux des jeux Topla, conçus en France, possèdent un écolabel. Mais ce qui rend Topla encore plus intéressante à mes yeux tient dans sa devise. Des jeux pour changer le monde. Les jeux Topla ne s'interdisent aucun sujet d'importance pour faire bouger les lignes. Par exemple, la gamme Sexploration, qui se compose de 5 jeux et qui traduit l'engagement de la marque pour l'éducation à la sexualité des adolescents et des adolescentes. Un vrai sujet de société quand on sait que le gouvernement français vient de lancer un état des lieux de l'éducation sexuelle à l'école. Moins de 15% des écoliers et des lycéens bénéficiant des 3 séances annuelles obligatoires et presque un adolescent sur 2 reconnaissant que le porno participe de son éducation à la sexualité. Topla s'est donc associé à l'autrice et illustratrice Claire Vimont pour créer une magnifique gamme de 5 jeux pédagogiques, ludiques, décomplexés, inclusifs, traitant de sujets aussi fondamentaux que ceux du consentement, de la discrimination et de l'inclusivité, de la contraception ou des IST, et même des sujets tabous autour du sexe. Autant de questions que les adolescents et les adolescentes se posent, et souvent même au-delà de l'adolescence, et on me murmure dans l'oreillette que devant le succès rencontré de la gamme, déjà référencée dans de nombreuses écoles, collèges, dans de très nombreux lycées, municipalités et bien sûr adoptée par de nombreux parents et adolescents, vient d'être déclinée dans sa version internationale 4 langues et va être commercialisée dans toute l'Europe. Je vous donne un exemple de jeu, Mapit, qui permet de découvrir tous les moyens de contraception à jouer seul ou à plusieurs, ou encore Can You, pour apprendre à découvrir les notions de privilège et de discrimination. Une bonne idée cadeau en somme, notamment à l'approche des fêtes. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec la chanteuse, rappeuse, comédienne, circassienne Aloïse Sauvage que j'ai discuté à l'occasion de la récente sortie de son 2e album, intitulé Sauvage. Après l'écho de son premier disque, Dévorante, Aloïse Sauvage revient en force avec ses 14 titres où il est question d'intime, d'engagement, de métamorphose et qui forment un album total qu'on ne peut qu'avoir envie de voir sur scène. Elle est d'ailleurs en tournée un peu partout ces prochains mois et notamment à l'Olympia le 16 mai 2023. Et avec Aloïse Sauvage, on a parlé ensemble de la manière dont une chanson peut naître, de son rapport très incarné à la scène ou encore de l'équilibre à trouver entre ses textes intimes et le retentissement qu'ils peuvent avoir sur le public. Bonne écoute. Bonjour Aloïse Sauvage. Salut. Alors aujourd'hui on est chez toi. Est-ce que c'est ici que tout se passe ? Est-ce que c'est un espace de travail qui est important ? Bonne question. Oui et non. En fait, non, j'aime bien écrire un peu partout et c'est vrai que l'espace du chez-soi, de l'intime est important pour se mettre dans sa bulle. Donc, je peux pas dire que j'écris pas ici. Après, c'est vrai que tout le reste ne se fait pas vraiment là, mais plutôt en studio ou quand je suis en train de faire des concerts. Donc, c'est pas forcément chez moi. C'est pas là où t'écris typiquement ? J'écris un peu là. Non, j'écris partout, en réalité. Okay. Donc j'écris un peu là. Mais c'est pas facile, je trouve, de créer un espace de travail chez soi. Ça demande une sacrée rigueur. Tu vois, les gens qui travaillent chez eux, c'est un peu mon cas en réalité. Je suis pas tout le temps sur les routes. Et parfois, être dans sa solitude, dans son espace très quotidien, c'est pas évident de cadrer. Mais j'aime bien être chez moi. C'est vraiment une petite bulle réconfortante. Surtout quand on part un peu partout... selon les projets que je fais, ça fait du bien de retourner à sa base. Est-ce que ça veut dire que t'as aucune méthode d'écriture, par exemple ? J'ai aucune méthode, mais ça en devient une quand même. C'est-à-dire que j'écris beaucoup, des notes qui s'accumulent et qui quand même font ressortir parfois très rapidement, parfois pas, des thématiques ou des chansons en devenir. Et ensuite, au studio, je pioche là-dedans, soit en arrivant déjà avec une idée précise de ce que je vais en faire, soit en me laissant guider par un mot, une sensation, une couleur, tu vois. Ok, ouais. Et en prenant une ou deux brides de ces notes pour en faire quelque chose d'autre, soit en partant de zéro, ça dépend.
Mais je pense pas être la seule. J'ai un sacré bloc-notes fourni dans mon téléphone. Ouais, ça veut dire que typiquement, écrire une chanson, c'est quelque chose qui est relativement naturel. C'est pas comme beaucoup d'artistes disent, je sais pas, douloureux. Ça dépend. En fait, ouais, à chaque fois coup, que c'est vraiment au cas par cas. À chaque fois que j'écris une chanson, j'ai l'impression que je vais plus jamais y arriver. Ok. Tu vois. Ouais. Et en même temps, tout part de l'écriture. Donc, quand j'ai quelque chose à raconter, ça peut aller simplement. C'est juste que maintenant, je fais davantage attention à la mélodie, à comment j'ai envie que ça sonne. Donc, il faut que le mariage se fasse, quoi. Mais en studio, mon rapport à la création de mes chansons, il est assez instinctif. Il est un peu, entre guillemets, sans méthode. Je couche sur papier, et puis dans le micro, je commence à mettre en bouche les mots et ça devient rapidement des chansons. Parfois, il manque un refrain, parfois c'est l'inverse. Mais non, mais c'est difficile d'expliquer le processus d'écriture et de création. C'est vrai que c'est un sacré chantier en réalité. Tu vois, quand on explique qu'on fait un album et qu'on a mis à peu près 2 ans, 2 ans et demi à le faire, ou voire plus, c'est pas rien. Bien sûr qu'on n'est pas en train d'écrire tous les jours pendant 2 ans et demi des chansons, mais revenir sur les textes, digérer, jeter, considérer autrement, c'est fou. Mais si on est là, c'est aussi à l'occasion de la sortie de ton nouvel album, Sauvage, qui est un nom relativement évocateur, qui fait évidemment référence à ton nom, mais aussi, alors c'est hyper personnel, ça a un peu résonné avec, je cherchais un truc, à quoi ça me faisait penser comme ça, d'instinct, et ça m'a fait penser direct, j'ai eu cette image de jungle. Mm-hmm. Parce que, je trouve qu'une jungle, ça représente assez bien cet album, parce que je trouve que c'est un album qui est relativement éclectique, chaque album est un monde un peu en soi, ne serait-ce qu'au niveau du style musical, et ça forme une harmonie, un équilibre. Comment tu conçois d'ailleurs toi ce concept d'album? Est-ce que par exemple tu as construit celui-ci en te disant j'aimerais que les gens l'écoutent comme un bloc uniforme, ou est-ce que tu t'es dit j'aimerais que chaque chanson précisément soit un petit monde en soi, disons? Un peu des deux. Ok. En fait, j'aimerais que les gens écoutent chaque chanson comme quelque chose de singulier, une aventure en elle-même, qu'elle soit musicale, liée à l'écriture, à la thématique abordée. À ta voix aussi, peut-être. Voilà. J'ai vraiment fait en sorte que chaque morceau soit un peu différent du précédent ou du suivant. Ouais. Et l'éclectisme dont tu parles, ça me va totalement. C'est un choix, c'est un parti pris qui peut être risqué aussi, parce que, à l'inverse, j'ai envie que les gens écoutent tout l'album. C'est-à-dire que j'ai envie qu'ils écoutent tout l'album pour vraiment pouvoir rentrer dans ma jungle, comme tu le dis. Ensuite, ils peuvent s'attacher à 1 ou 2 morceaux, ça m'ira très bien. Mais ils auront pu vraiment mettre les 2 pieds dans mon univers, en tout cas l'univers que je propose instant T, qui est pour moi une bonne base de ce que va devenir et grandir la suite de mon projet et la suite de ma vie en tant que jeune femme aussi, tout simplement. Mais c'est important pour moi qu'on écoute tout, parce que comme tu dis, c'est éclectique. Donc si on écoute un morceau comme Focus et qu'on n'écoute pas Aime-moi demain, ou si on écoute Crop Top et qu'on n'écoute pas Paradis, il nous manque des clés, en tout cas pour mieux me saisir. Ça dépend ce qu'on a envie de faire de moi. Mais si on veut saisir le pourquoi du comment et le fil conducteur à tous ces morceaux qui se relient les uns aux autres, tout en étant différents, c'est un peu ma vision de la vie de toute façon. Tu viens de prononcer le nom d'une chanson qui est Focus. Et dans cette chanson, par exemple, tu rappes. Et je me demandais quel lien tu entretiens avec le rap, ou plutôt le fait de rapper. Parce que je crois savoir que tu en écoutes, que ça fait un peu partie de ta culture, le rap. Mais le fait de rapper, c'est nécessairement pas la même chose. Ouais, le rap, franchement, il fait partie intégrante de ma vie. Ouais. C'est la musique que j'écoute le plus. Je suis très attentive à ce qui se fait, à ce qui sort, aux artistes émergents, moins émergents. Enfin, je suis quand même au fait, quoi, tu vois, de ce qui se passe dans le rap. Je vais dire de manière générale plutôt francophone. J'essaye quand même d'avoir une oreille sur le rap américain aussi et anglophone. Mais oui, francophone, c'est sûr que j'ai pas l'impression de laisser passer... Grand monde. Ouais, grand monde. J'aime le rap, en fait. J'aime le rap parce que, déjà, j'aime beaucoup jouer avec les mots. J'aime quand ça sonne, en fait. J'aime quand il y a du jeu, quand il y a de la performance, quand il y a de la poésie, en fait. C'est ça même.
quand il y a de la poésie. Ça, c'est le rap pour toi. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, le rap, c'est de la poésie. Et puis, c'est de la poésie qui est nécessaire. C'est-à-dire, je m'explique, c'est pas de la poésie pour faire joli. C'est de la poésie qui se déclame d'une manière qui ne laisse personne indifférent. Pour moi, c'est ça, le rap. Donc, ça a à voir justement avec l'énergie du corps, tu vois, avec le râle, avec le fait que t'as pas forcément... Je parle pas forcément d'avoir des chansons politisées ou engageantes, mais en tout cas, pour moi, le rap, c'est viscéral, quoi. Est-ce que tu es une auditrice de ce que tu fais, de ton genre de musique ? Je suis une auditrice de mon genre de musique, mais moins de ma musique. Néanmoins, quand même, Sauvage, il y a des morceaux que j'écoute. Ok. Et je pense que le changement de ça, c'est parce que mes potes les écoutent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça va. Et j'avais envie même dans cet album d'avoir des morceaux, forcément on grandit et puis on traîne en bande, en crew, on a envie que nous aussi on soit comme les Hamza qu'on écoute en soirée, tu vois. donc ouais, il y a quelques morceaux et puis j'ai plus de facilité, j'ai plus de recul peut-être, plus que de facilité, à écouter ce que je fais, à prendre plus de distance, à donner de la musique en fait. Avant, c'était presque douloureux et puis je me jugeais beaucoup. Là où peut-être parce que je suis davantage fière de ce que j'ai produit là dans l'album Sauvage aussi, tu vois. Donc ça me correspond plus et j'estime du coup que je suis sur la bonne voie, tu vois. La bonne voie vers quoi ? La bonne voie vers la musique que je vais faire. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui projette beaucoup, donc on est toujours un peu... C'est pas grave. Je suis toujours un petit peu dur avec moi quand quelque chose sort. Je suis déjà en train de penser à la suite et à... Ah, genre, tu trouves ça nul Bah, franchement, Sauvage, je trouve pas ça nul, donc je vais pas le dire. Ok. Je dis pas qu'avant, je trouvais ça nul, mais j'étais plus... Ouais, j'avais... Mais tu vois... Enfin, pardon, je divague, mais... C'est pas grave. Sauvage aussi, en fait, j'ai pris plus le temps de le faire. Et du coup... Ça compte. Ça compte vachement parce que... du coup, j'ai pris du recul. Et j'ai écarté les morceaux qui, pour moi, étaient moins intemporels, entre guillemets. Intemporels par rapport à ma temporalité, hein. Même pas aux yeux du monde. Mais qui allaient rester plus longtemps, qui avaient du sens pour moi, voilà, tu vois, au-delà d'un instant T. Mais quelque chose un peu d'universel, qui touche un peu à l'universel. Exactement. Et du coup, bah forcément, je les ai plus digérées, donc je pense qu'elles vont tenir plus longtemps dans le temps, pour moi, hein, à mon oreille. Ouais. Mais, ouais, la voie vers la suite, quoi. Tes textes sont, alors on l'a dit, tu les as choisis aussi pour ça, il y a une certaine universalité, dans une espèce d'intime, peut-être, disons, des textes personnels de façon un peu plus basique, et se mettre à nu devant les gens, c'est beau dans l'absolu, mais c'est délicat aussi. Est-ce que tu arrives à trouver une harmonie dans ça, dans la représentation et le reste ? Le fait de parler de soi et de le transmettre aux autres. Parce qu'on peut, je sais pas, il y a un risque de se prendre de la violence, par exemple. C'est vraiment le premier truc auquel je pense, mais... Oui, il y a un risque. Un risque élevé, d'ailleurs. Ouais. Avant, je me rendais pas compte, mais je trouve ça vachement courageux, en fait, d'écrire des chansons et de les partager au monde. C'est le mot que j'avais écrit. Et je crois que c'est beau de le dire. Et puis c'est beau, le courage. Il en faut pour tout le monde. On en a besoin tellement pour vivre dans ce monde. Mais parfois, j'ai eu davantage peur pour les gens que j'insérais dans mes textes que je citais, sans les nommer forcément, parce qu'ils n'ont rien demandé, eux. Ils n'ont pas demandé à apparaître. Moi, j'ai moins de mal parce que je me rends pas compte, peut-être, et puis parce que je sais pas faire autrement. Si je fais des chansons, à la base, c'est pour extérioriser mon intime. Effectivement, t'as raison, ça paraît logique, mais je me suis pas rendu compte tout de suite que faire des chansons, c'était du coup les partager à potentiellement un grand nombre de gens qui allaient avoir accès à cet intime-là. J'ai découvert avec Dévorante, en fait. Donc Son Sauvage... album précédent. Ouais, exactement, pardon, mon premier album. Donc Sauvage, j'en avais plus conscience. Je savais qu'ensuite ce serait entendu. Et ça m'a donné finalement plus de distance. C'est-à-dire, je racontais moi ce que je vivais, mais je savais qu'une fois sorti, c'est comme si ça ne m'appartenait plus. Et tu vois, par exemple, comment dire ? Par exemple, Love, tu vois, c'est une chanson de rupture dans l'album. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, une fois que je l'ai écrite, j'ai compris qu'elle était quelque part et qu'elle m'appartenait plus.
Et du coup, quand je la chante, je la vis vraiment différemment que quand je l'ai écrite. Mais par contre, je vois que c'est plus difficile pour, par exemple, la personne concernée, parce qu'elle peut se sentir... Oui, elle sent qu'on a accès à son intime, à notre intime, tu vois. Là où moi, après, ça devient une histoire qui va pouvoir toucher d'autres gens qui ont vécu une rupture, peut-être. Un objet artistique, en fait, tu vois. Un poème. Un poème. Qui aura du sens, pas que pour moi, qui touchera d'autres gens. Et alors, du coup, je sais pas, je me sens... Je me trouve plus saine dans mon rapport avec mes chansons. C'est assez récent, en fait. On verra comment ça... Mais je trouve ça plus sain, mon rapport là avec mes chansons, notamment Sauvage. Ça veut dire que, par exemple, tu t'es pas contre que certaines chansons prennent le risque, ou plutôt la chance, de devenir, je sais pas, des hymnes, je pense dans Dévorante à Homo Oui, que j'ai rapproché à la chanson Unique dans cet album-ci, qui est une sorte d'éloge des personnes qui se sentent un peu à côté. Totalement. Est-ce que cette idée, par exemple, d'hymne, ça te parle, ça t'intéresse, ça te fait peur ? Non, ça me fait pas peur parce que je trouve ça magnifique qu'une chanson puisse rassembler les gens. En réalité, je pense qu'on rêve tous et toutes de ça. Enfin, c'est beau quand la poésie elle prend du sens dans le concret, que tu sens que ça a du sens, que ça aide. C'est encore moins compliqué, je trouve, parce que c'est déjà des chansons qui se veulent collectives. Tu vois, Homo Oui et Unique, c'est déjà des chansons que j'ai écrites en ce sens-là, que j'ai écrites pour plusieurs gens en même temps, pour un groupe de gens. Oui, donc en plus ça fait sens là avec le terme d'hymne en l'occurrence. Exactement. Donc, non, ça me touche beaucoup. Tu sais, là j'ai repris les concerts et puis j'avais pas eu l'occasion de jouer Dévorante sur scène. Donc, quand on a repris, Confinement oblige. Voilà, confinement oblige. Et du coup, j'ai pris la mesure, en fait, de la réception qu'avaient fait les gens de Dévorante. Enfin, les gens qui me suivent, toujours. Et oui, car Jean-Michel, qui est en bas de la rue, s'en fiche. Exactement, mais j'adorais qu'il soit au courant que j'existe et qu'il trouve à son endroit ce qui l'intéresse dans mes chansons. C'est le but, et c'est le but d'en parler avec toi. C'est quoi le but ? C'est de pouvoir rendre visible aussi un projet, une façon de regarder le monde, tu vois. Complètement. Et je pense qu'elle peut résonner dans beaucoup d'autres personnes. Je m'égare. Je veux dire que c'est vachement beau, tu vois, quand je suis en concert et que les gens chantent Homo Oui. C'est absolument magnifique, t'as pas idée. En fait, je peux ne pas chanter. Je crois que j'ai pas idée, en vrai. Non, t'as pas idée. C'est fou, en fait. Enfin, vraiment, la claque que je me suis prise, c'est à la Cigale, quand on a fait un concert, c'était une Cigale complète, le 11 octobre, là, pour fêter la sortie de l'album qui sortait le 7. Et franchement, j'ai pleuré sur scène. Parce que je savais pas, en fait. Je savais pas que ça allait être comme ça. Que les gens, notamment Jimmy Homo Oui, et notamment parce que c'est des chansons que j'ai reprises en piano-voix, donc je laisse vachement de la place au texte. Donc je laisse aussi beaucoup de la place aux gens qui peuvent chanter. C'était dingue, en fait. Enfin, les gens, ils chantaient tout, de A à Z. Et en fait, c'était leur chanson. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ouais, je me rends pas compte pour le coup, vraiment, je pense. Bah, c'est vachement beau. Mais c'est beau, c'est très beau et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Parce que ça donne du sens à ce que tu fais, quelque part. C'est bête, mais bien sûr que ça va plus loin que moi qui écris dans ma chambre. Maintenant, ça va plus loin. Bien sûr que je fais tout ça pour me connecter aux gens. Et quand j'en ai la réponse très concrète, tu vois, physiquement, c'est bon. Tu vois. C'est juste, je veux continuer à le faire parce que le reste m'importe peu. Ça veut dire que les raisons pour lesquelles tu chantes, pour lesquelles tu fais de la musique ont changé depuis le début ? C'est une bonne question. Je pense qu'elles évoluent, ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens maintenant ? Parce qu'il y a des gens maintenant, ouais. Mais il y a des gens maintenant, ça veut pas dire... Il y a des gens maintenant, ça veut dire que j'ai encore plus envie de leur délivrer mon intime. Ça veut pas dire qu'il y a des gens maintenant, ça veut dire que ça m'effraie et que je devrais... avoir peur du discours que je pourrais avoir. En fait, il y a des gens maintenant, ça veut dire que je dois y aller encore plus fort dans ce que j'ai à dire de moi. Parce que ce que j'ai à dire de moi, ça a du sens pour les gens qu'il y a maintenant. Tu vois ? Enfin, ça a du sens. C'est un peu prétentieux de dire ça a du sens. En tout cas, ça a un sens. Ça a un sens. Ça existe. En fait, ça existe. En fait, ce que je fais, ça existe. C'est clair. Ça existe. Tu vois ? Donc, ouais, il y a des gens maintenant. J'ai envie de leur faire plein de chansons pour que les gens maintenant... te fasse pleurer sur scène. Non, mais en tout cas, qui
Tu sais, en fait, quand je suis en concert, j'adore. Je suis émue quand les gens viennent me parler à la fin du concert et me disent qu'ils ressortent avec une énergie de Dévorante. dingue, tu vois, dévorante, exactement, une énergie sauvage. Allez, autocitons-nous, pour réaliser leurs rêves, leur dire que c'est possible. Et en fait, j'ai l'impression juste d'être un miroir de ce qu'ils sont. Des fois, c'est vrai que c'est un peu sortir de son corps, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression juste de les regarder et de dire, vous êtes très puissants. Et vous me le renvoyez en fait en me regardant, en venant accéder à mon univers, en faisant le choix de venir me voir, moi en fait, plutôt qu'une autre, en vous connectant à moi. C'est fort, c'est pas rien, tu vois. Et peut-être que vous le faites de manière inconsciente, il n'y a pas de problème, mais vous venez quand même, vous êtes dans cette salle, face à moi. Et moi, je raconte des choses qui me sont propres, mais qui ont du sens pour vous. Et je suis en train de vous renvoyer une énergie qui a l'air puissante, je le sais, j'en conviens, mais c'est votre énergie en fait. Moi, je vous renvoie juste ce que vous me donnez. C'est un peu mystique, mais c'est vrai. Tiens, on va parler alors rapidement de tes débuts, parce qu'au départ, tu voulais être prof de littérature. Tes deux parents étaient dans l'éducation nationale, mais après le bac, tu as intégré l'école de cirque d'Annie Fratellini. Être sur scène, c'est devenu ton objectif, mais est-ce que tu savais que ça allait être pour chanter ? Pas du tout. Non. Franchement, je savais pas du tout que ça allait être pour chanter. Par contre, je savais que j'allais être sur scène. Je pense que j'ai ce rêve depuis mes 8 ans. Okay. C'est vraiment... j'ai toujours voulu être sur scène. Peut-être d'abord pour être applaudi, parce que j'avais l'impression que du coup, on me regardait. Sans doute. Qui ne pense pas à ça au départ ? Puis après, ça se transforme. Tu te rends compte que c'est beau de créer son monde à soi, de créer des choses qui existent. Encore une fois, on parle de sens. J'y ai trouvé un sens à une vie qui... n'en a tellement pas que c'est pas évident de la vivre tous les jours, tu vois. Par contre, je chantais pas du tout. Non. Moi, à la base, je pense que je voulais faire un one-woman show quand j'avais 8 ans. Oui, non. Tu vois ? Ouais, si. Ok. Et puis après... Un coup de théâtre, quoi. Coup de théâtre. Après, en réalité, j'ai quand même suivi cette voie, parce que j'ai fait de la danse, du théâtre, de la musique. On voyait quand même qu'il y avait, tu vois, un appétit à faire tout pour que sur scène, ce soit complet, quoi. Et après, j'en suis venue au cirque. Et j'écrivais vraiment, je te dis, amour du rap depuis mes 10 ans. Hein, donc j'écrivais. Mais j'écrivais pour moi. Pour moi, j'avais pas forcément besoin de le partager. Ça me faisait du bien à moi, ce qui est le cas toujours aujourd'hui. Sauf que maintenant, il y a une autre dimension en plus qui est intéressante. Mais je suis sûre que si je relisais ce que j'écrivais à 11 ans, ce serait presque la même chose, en tout cas les mêmes thématiques abordées, mais simplement avec mon écriture... d'une jeune adulte. Alors tout ça, ça se voit dans tes lives. Il y a ces moments où tu te suspends dans les airs en chantant. Comment, toi, tu envisages la scène ? On a compris que c'était un espace important, mais est-ce que c'est la concrétisation de quelque chose, par exemple d'un album ? Est-ce que l'album n'existe pas tant qu'il n'a pas été sur scène ? Pour toi, bien sûr, parce qu'on se doute bien qu'il existe, mais... En tout cas, il vit presque une autre vie. Ouais. Mais je pense que pour moi, c'est la concrétisation. Ou en tout cas, je pense pas que je tiendrais sans faire de scène, quoi. Je pense qu'il manquerait vraiment une partie du chemin. Enfin, je sais juste que mes chansons prennent une autre ampleur et une autre densité quand elles sont sur scène. C'est encore autre chose. J'aurais pas dit ça avant. On aurait discuté tous les deux il y a 6 mois, 1 an. Je t'aurais dit... oui, c'est la continuité. Enfin, maintenant, je considère que c'est même encore une autre vie, une autre façon de les faire vivre. Elles n'ont pas la même... Parce qu'on me l'a dit aussi, on me le dit souvent. C'est pour ça que je te le dis. Ouais. On me le dit souvent quand on vient me voir en concert. Et je l'ai vu dès le début de mon projet musical. Notamment parce que il y avait des gens qui n'aimaient pas forcément ma musique, ce que je comprends, qui l'écoutaient pas, et qui venaient en concert et se prenaient une claque. Ouais. Et finalement, acheter même le CD d'ailleurs, peut-être plus pour soutenir l'artiste et le projet, mais en tout cas, il les entendait en fait. Je sais pas comment te dire. C'est comme si il les entendait vraiment. Il faisait pas que les... Ouais. Et du coup, je le sais parce qu'on me le dit souvent. On me dit, ah, mais vraiment en live, ça prend une toute autre ampleur. Donc voilà, j'ai envie de dire aux gens, venez en concert. Je sais pas, moi, je vois pas trop ce que je fabrique, évidemment. Je vais pas commencer à sortir de moi pour me regarder et essayer de faire semblant que mon regard pourrait être celui des gens. Non, de toute façon, j'aurais jamais ce regard-là,
Ouais. C'est pas intéressant, on s'en fiche. Mais par contre, le public, oui. Ouais, puis c'est une consécration de... Sinon, qu'est-ce que ça me rendrait seule? Quand tu écris une chanson, est-ce que tu penses à la mettre en scène aussi, maintenant? J'ai commencé un peu avec l'album Sauvage. Par exemple, Fumer. Fumer... Tiens, je ferais ça sera ouf. Par exemple, Fumer... Alors, c'est pas exactement ça, mais Fumer, c'est un titre que je voulais pour le live. Donc, je suis allée en studio. Ouais. Je me suis dit, je veux un morceau, un peu un banger, qui va, où je vais pouvoir faire sauter les gens, je vais pouvoir les faire exulter. Et d'ailleurs, c'est une chanson un peu comme un storytelling qui est différent de ce que je fais d'habitude, où je vais délivrer une émotion. Là, je raconte, évidemment, sous la forme d'une image, qu'il y a un incendie dans ma tête. Je raconte vraiment un incendie qui se passe. Et je suis le déroulé comme un film, tu vois. Donc c'est marrant, ça a même changé ma façon d'écrire. Je me suis et donc j'ai écrit Fumer pour le live. Et c'est une chanson de live. Enfin, si tu vas en concert, tu vois bien que c'est une chanson pour le live. Et d'ailleurs, on en a fait une session live, enfin un clip filmé en direct à La Cigale, que je vous invite à voir si vous écoutez ce podcast. Parce que vous verrez, vous peut-être comprendrez l'énergie dont on parle là depuis tout à l'heure aussi, et sur scène et dans l'écriture. Mais je commence à plus envisager ce que pourraient être les chansons sur scène. Mais c'est pas simple, parce que des fois, dans la bulle du studio, t'es tellement dans une bulle, dans une OR, tu vois, t'es là... Tu prends la vague, en fait. T'es pas forcément en train de réfléchir à comment elle sera dans 7 mois sur scène, selon... tu vois. Donc, mais c'est important. Surtout moi qui voudrais, à long terme, vraiment... Enfin, à moyen terme, produire un spectacle complet. Il faut que les choses se répondent entre elles. Ton corps, il a déjà été un obstacle pour faire une performance, allez, disons le mot? Moi, mon corps, j'aimerais qu'il fasse 10 000 fois plus que ce que je ne fais maintenant. Donc, un obstacle... Ce serait quand même un peu gros de lui dire ça quand même. Mais il y a plein de choses que j'aimerais faire que je peux pas forcément. Mais en même temps, les choses s'apprennent, donc je peux apprendre. Un obstacle, quand il est blessé ou très fatigué, c'est forcément un obstacle. Ça arrive souvent? Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est violent parce que mon mental, il peut aller très loin. Et parfois, j'emmène mon corps dans des contrées lointaines, quoi. Tu vois. Okay, ouais. Mais mon corps tient bien. Mon corps, heureusement, je le remercie. Il est passé par l'école du cirque et par le break, donc il a des restes. Mais bon, faut pas que j'épuise non plus ce capital. Faut que j'en prenne soin quand même. Tu as 30 ans. Depuis quelques semaines, je te rejoins dans quelques semaines aussi. Bienvenue. On est nés exactement la même année. Alors, je te pose peut-être la question parce que ça me questionne, mais est-ce que tu te sens en accord avec ton âge? Je crois que oui. Mais je pensais pas répondre ça quand je pensais que j'allais avoir 30 ans. Alors après, mon âge, il varie. Hein. Moi, clairement, l'âge... Il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir 15 ans et d'autres 83. Vraiment, réellement. J'ai un âge très changeant, en tout cas dans le ressenti que j'en ai. Mais 30 ans, maintenant que je les ai, je trouve ça finalement assez jeune. Alors que vraiment, avant de les avoir, je me disais que c'était vraiment la fin. Et en fait, c'est fou parce que j'ai eu beaucoup de mal à grandir, à vieillir, à passer les années. J'aimais pas. À passer 20 ans, je voulais pas. Mais de 25 à 30 ans, j'ai vécu une période de vie pas entièrement joyeuse. Je pense qu'il y a eu beaucoup de métamorphoses successives. Mais là, j'ai 30 ans et je me sens en train d'ouvrir un putain de nouveau cap, nouveau cycle. Avec cet album, en l'occurrence. Ouais, exactement. Et du coup, je me sens plus sereine qu'avant. Donc, c'est cool. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des artistes, français ou pas, de qui tu te sens relativement proche? En fait, ouais, ça dépend les critères. Il y a des artistes dont je me sens proche par rapport à leur énergie. Donc, c'est même pas forcément... Il y a des gens... Par exemple, je me sens proche d'artistes féminines qui font partie de ma génération et dans l'énergie, en fait. Je ne saurais pas comment le décrire mieux. Par exemple, là, je pense à Chila, à November Ultra, à Emma Peters. C'est des gens, même pas dans leur écriture, leur musicalité, enfin, c'est pas de ça dont je parle. La vibe. C'est une façon d'appréhender les choses. Pourtant, je les connais pas toutes bien du tout. Mais un truc de l'ordre des valeurs et de la façon de se voir, d'envisager le regard des autres. Enfin, il y a un truc. Après, je me sens proche aussi d'artistes qui défendent un vrai projet, par exemple. J'ai l'impression de pas du tout en être là,
mais de viser ça. Pas de viser ça dans la forme, mais dans le fond. Par exemple, Redcar, ou je pense à Redcar, là. Ok. Et puis après, il y a des artistes dont je me sens proche, mais parce que j'aime le fait qu'ils fassent leur bail, en fait. Enfin, musicalement, et qu'ils aient leur univers, et qu'ils font leur truc dans leur petit coin, entre guillemets. Je me sens aussi reliée à ça. C'est plus des artistes liés à l'univers du rap, tu vois. Je sais pas, genre Runa, Sean. Enfin, je pourrais te sortir des noms. Made in Paris. Enfin, j'écoute tellement de gens. Ouais. Là, c'est plus des gars. Mais ouais, bonne question, en réalité. Mais en fait, j'ai du mal à répondre à cette question. Je me sens... Enfin, c'est pas du tout triste. Enfin, je le ressens pas comme tel, mais je me sens assez seule. Enfin... Bah, seule, c'est pas une insulte. Hein. C'est pas grave. Je traîne pas trop avec des artistes dans la musique. Et du coup, je me sens assez... assez dans ma vibe. Ok. Et puis après, j'essaye de faire attention aussi, quand on me demande de qui je suis proche, j'essaye de faire attention à la réponse que je donne, parce que je sais aussi... j'ai dit Sheila et Emma Peters, on pourrait le dire. Les journalistes, notamment, ils aiment bien rapprocher les gens entre eux. Enfin, comment dire ? J'essaye de donner ma propre version de ma réponse, de qu'est-ce que j'entends par proche d'eux, et pas juste dans à peu près ce que je représente, qui pourrait correspondre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, pardon, je vais loin dans la réflexion, mais... Non, mais si genre, tu vas loin, c'est que d'autres iront loin, donc... Comme on aime bien mettre un peu les gens dans des cases et tout. Genre, elle, c'est l'artiste comme ça. Elle ressemble à... Et faire un peu des filiations toujours. Okay. J'essaye de... Pas de faire gaffe, je m'en fiche, mais... De contextualiser, de préciser. Ouais, de contextualiser, de préciser ce que je ressens dans ta question. Ok. Alors bon, là, t'es en tournée dans toute la France, la Belgique. Est-ce qu'on peut citer l'Olympia ? Ah bah oui, totalement. Le 16 mai 2023. Le 16 mai 2023, l'Olympia, ça va être quelque chose. Hein, là, il faut venir. Ça va être fou. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Très bien. Et est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Bah oui, avec plaisir. Eh ben merci. Hier, je suis allée au cinéma et je suis allée voir Close, le film de Lucas Dont, qui a reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes, au dernier Festival de Cannes. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Je pense d'ailleurs que les avis sur ce film vont être très partagés. Enfin, le son déjà, il est au cinéma, mais j'ai pas vraiment lu en fait ce qu'il disait de ce film. Ouais, mais je pense que... On enregistre le 3 novembre. Voilà. Il est sorti hier. C'est ça. Que soit t'aimes pas. Mais ouais, ça m'a émue parce que déjà, je trouve que les deux acteurs principaux, Eden et Gustave, dans la vie, sont très bien filmés, sont très beaux. Et parce que le film... donne à voir quelque chose par le prisme de ces enfants-là. Et c'est assez déroutant d'ailleurs, parce que y a parfois des situations où on peut être frustré qu'on n'ait pas le regard de l'adulte. Enfin, ça peut être dérangeant, mais moi, ça m'a bouleversée. En même temps, la période de l'adolescence, de ce passage en tout cas entre l'enfance et l'adolescence, c'est quelque chose qui me parle énormément depuis toujours. Donc, dès qu'il y a des histoires qui vont dans ce sens, je suis très attentive. Et du coup, voilà, sans raconter, mais c'est l'histoire de deux ados qui ont, je pense, entre 12 et 14 ans et qui doivent faire face, dès le début du film, au questionnement de leurs camarades sur la nature de leur relation, parce qu'ils sont très proches. Et je trouve ça très beau de montrer justement comment on peut être... comment on est d'ailleurs, pas forcément qu'à l'adolescence, mais comment on peut être fusionnel sans pour autant qu'il soit question de sexualité. Et je pense d'ailleurs que le réalisateur n'a pas voulu faire de ça le sujet du film, que c'est pas ça dont ça parle, parce que la relation elle pourrait évoluer dans ce sens, et il pourrait devenir un couple amoureux, s'il faut le définir comme ça, mais ouais, ça parle de chagrin, ça parle de deuil, ça parle d'amour, et je le conseille. Pardon, j'étais en train de faire la critique du film alors qu'on m'a pas du tout demandé ça. Bah si mais en fait, de la faire, on est vraiment... Non, je le conseille vraiment, je le conseille. Trop bien. Il y a beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet échange précieux. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, bien sûr, à vous abonner aussi aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement.
Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine